Retourner dans la ville pittoresque et sereine de Borgona m'a semblé être un retour dans le temps. Les vignobles vallonnés, les rues pavées et les visages familiers des citadins m'accueillaient avec une chaleur trompeuse qui masquait les ombres sinistres qui se cachaient dans mon passé. À 34 ans, je m'étais taillé une vie loin d'ici, m'éloignant du silence énigmatique qui a toujours entouré mon adoption. Pourtant, la mort soudaine de mes parents adoptifs m'a rappelé, déterrant une envie irrésistible de découvrir les secrets qui avaient toujours hanté mon subconscient. Leur maison, une structure imposante nichée dans le paysage verdoyant, restait étrangement immobile lorsque je m'approchais. Le jardin, autrefois animé, est maintenant dans un état de négligence, un témoignage de la décadence qui s'était infiltrée dans l'histoire de ma famille. En entrant à l'intérieur, j'ai été frappé par l'odeur familière du bois vieilli et de la poussière. Chaque pièce étant une relique de mon enfance, portant maintenant le poids de questions sans réponse. Le grenier, un endroit où je m'étais rarement aventuré, m'attirait d'une attraction inexplicable. À mesure que je montais l'escalier étroit et grinçant, l'air se refroidissait et la poussière s'épaississait, tourbillonnant dans la faible lumière filtrant à travers une petite fenêtre crasseuse. Parmi les meubles oubliés et les vieilles malles, un coffre fermé à clé attira mon attention. Il était lourd et richement sculpté, son savoir-faire faisant allusion à quelque chose de bien plus important qu'un simple stockage. Briser la serrure a demandé un certain effort, mais ma persévérance a rapidement été récompensée par un trésor de vieux documents et de photographies. Chaque pièce que j'ai dépliée a peint un tableau effrayant, révélant des fragments d'une vie que je n'avais jamais connue. Les photographies ont été les premières à révéler l'obscurité, un groupe de personnages en robe, debout en cercle, leurs visages obscurcis par des capuches. Mes parents adoptifs, reconnaissables malgré leur visage plus jeune, étaient parmi eux. Les documents détaillaient des rituels, des sacrifices et une lignée de terreur qui s'étendait sur des décennies. Alors que l'horrible prise de conscience s'installait, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée, écrite de la main tremblante de ma mère adoptive. C'était une confession, trempée de culpabilité et de peur, révélant que j'avais été conçu comme une offrande sacrificielle à la secte. Les mots se sont estompés alors que mes mains tremblaient. J'avais été épargné par un membre qui avait pris des remords et qui avait choisi de me sauver au péril de sa vie. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'effroi et de paranoïa. Je savais que je devais faire face à ce passé, non seulement pour ma propre paix, mais aussi pour éviter que d'autres ne subissent le même sort. J'ai commencé à rassembler les restes de la secte, à traquer ceux qui pourraient encore être impliqués. La façade apparemment inoffensive de la ville a commencé à se fissurer, révélant la menace qui se cachait et qui n'avait jamais vraiment disparu. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, je me suis retrouvé dans la bibliothèque locale, en train de passer au crible de vieux disques. La bibliothécaire, une femme âgée aux yeux bienveillants, m'observait curieusement. « Julien, n'est-ce pas ? Tu es le fils de Philippe et Monique, a-t-elle dit, la voix mêlant nostalgie et pitié. J'ai hoché la tête, incapable de sourire. J'essaye de mieux comprendre ma famille, ai-je admis. Elle hésita avant de parler. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé, ma chère. Mais je ne pouvais pas le quitter. Plus j'approfondissais, plus les pièces commençaient à s'emboîter. J'ai découvert que la secte était active depuis plus d'un siècle, ses membres étant profondément ancrés dans l'histoire de la ville. Ils avaient accompli des rituels qui impliquaient de sacrifier des enfants, croyant que cela leur accorderait la vie éternelle et la prospérité. Mes parents avaient été des membres éminents, mais quelque chose avait changé. Quelqu'un au sein de la secte avait décidé de m'épargner. La lettre faisait allusion à cette trahison. Il parlait d'un homme nommé Lucien, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. D'après les écrits de ma mère, c'est Lucien qui m'avait caché du rituel, s'assurant que je sois adopté. Mon cœur battait la chamade en lisant son nom, en réalisant que quelqu'un dans ce cercle avait choisi de me protéger plutôt que de me condamner. Poussé par cette nouvelle piste, j'ai cherché tous ceux qui auraient pu connaître Lucien. Ma recherche m'a conduit à un vieil homme vivant à la périphérie de la ville, sa maison délabrée et envahie par la végétation.
Lorsqu'il ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Tu es Julien, dit-il, d'une voix faible mais claire. Lucien m'a parlé de toi. Il s'appelait Georges, et il avait été l'ami le plus proche de Lucien. » Autour d'une tasse de café amer, Georges a raconté l'histoire. Lucien avait rejoint la secte alors qu'il était un jeune homme, séduit par la promesse du pouvoir et de la richesse. Mais au fil des années, il a perdu ses illusions, horrifié par les sacrifices. Quand est venu le temps de me proposer, Lucien n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a vu quelque chose en moi qui l'a poussé à défier les ordres de la secte, risquant sa propre vie pour assurer ma sécurité. Georges me tendit un petit journal usé. C'était celui de Lucien, a-t-il dit. Il voulait que vous l'ayez au bon moment. Le journal était rempli de notes, de croquis et de comptes rendus des rituels. Lucien avait méticuleusement tout documenté, espérant un jour exposer le culte et mettre fin à ses atrocités. J'ai ressenti un élan de gratitude et de chagrin pour cet homme qui m'avait sauvé la vie à un si grand prix. De retour chez mes parents, je savais ce que j'avais à faire. J'avais besoin de terminer ce que Lucien avait commencé. Les preuves étaient toutes là, dans les documents, les photographies et le journal de Lucien. J'ai commencé à tout compiler, me préparant à affronter les membres restants de la secte. Mais la peur me rongeait, et s'ils découvraient que j'étais sur eux? Une nuit, alors que je me penchais sur les documents dans le bureau faiblement éclairé, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai attrapé une lampe de poche et que je me suis prudemment dirigé vers la fenêtre. En regardant à travers les rideaux, j'ai vu une silhouette qui se déplaçait dans l'ombre. La panique s'est installée. La secte avait-elle découvert mes intentions? J'ai passé les jours suivants dans un état de vigilance accrue, regardant constamment par-dessus mon épaule. Le sommeil m'échappait tandis que les cauchemars des rituels de la secte tourmentaient mes nuits. Le sentiment d'effroi était suffocant, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Il fallait que la vérité éclate. La confrontation est arrivée plus tôt que prévu. Un soir, j'ai reçu une note anonyme glissée sous ma porte. On pouvait y lire « Nous savons ce que vous faites. Arrêtez ou faites face aux conséquences. » Mes mains tremblaient en lisant la menace. Ils étaient au courant de mon enquête et ils me surveillaient. Le désespoir et la colère ont alimenté ma détermination. J'ai décidé de les affronter de front, d'exposer leurs actes dans un endroit qu'ils ne pouvaient pas renier. La chapelle abandonnée où se déroulait autrefois leur rituel. C'était une structure délabrée, cachée au plus profond des bois, ses murs en ruine et ses fenêtres brisées, témoignant des horreurs dont elle avait été témoin. Armé des preuves et du journal de Lucien, je me suis rendu à la chapelle sous le couvert de l'obscurité. L'air était lourd d'anticipation lorsque m'approchais, le silence n'étant rompu que par le bruissement des feuilles et le ululement lointain d'un hibou. Poussant la lourde porte en bois, j'entrai à l'intérieur, ma lampe de poche fendant l'obscurité. L'intérieur était encore plus décrépit que je ne l'avais imaginé. Les bancs étaient en désordre, et l'autel, autrefois un lieu de sainteté supposée, portait maintenant les marques d'innombrables rituels. J'ai disposé les documents et les photographies, les ai placés sur l'autel comme une offrande de vérité. Le journal que je gardais près de moi, ses pages étaient une bouée de sauvetage vers le passé. Pendant que j'attendais, l'air se refroidit et un sentiment d'appréhension s'installa en moi. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'arrive. Des silhouettes émergeaient de l'ombre, leurs visages cachés sous des capuches sombres. La secte était venue me confronter, comme je l'avais prévu. « Tu aurais dû rester à l'écart, Julien !» cria une voix pleine de venin et de mépris. « Vous ne comprenez pas le pouvoir avec lequel vous vous mêlez. » J'ai tenu bon, tenant le journal. « Je comprends assez, » ai-je répondu, la voix ferme malgré la peur qui m'étreignait. « Je sais ce que vous avez fait et j'ai les preuves pour le prouver. » Un silence tendu s'ensuivit, rompu seulement par le bruit des pieds. Les membres de la secte m'entouraient, leur présence oppressante. Le chef, un homme plus âgé à la présence imposante, s'avança. « Vous pensez que vous pouvez nous arrêter? Nous avons été ici bien avant vous et nous y resterons longtemps après. Mais j'avais une dernière carte à jouer. » « Lucien ne le pense pas, dis-je en observant leur réaction.
La mention de son nom a fait des vagues dans le groupe. Il a tout documenté et il m'a sauvé de devenir l'un de vos sacrifices. Vous avez peut-être du pouvoir, mais vous n'êtes pas invincible. Les yeux du chef se plissèrent et il fit signe aux autres. « Emmenez-le » ordonna-t-il. Ils se sont jetés sur moi, mais j'étais prêt. Je me suis battu avec tout ce que j'avais en utilisant l'autel comme bouclier. La lutte était chaotique, un mélange de mouvement et d'adrénaline. Le sang coule, les cris résonnent et la chapelle devient un champ de bataille. À la fin, je suis sorti victorieux, bien que meurtri et meurtri. Le culte a été vaincu, leurs sombres actes exposés au monde entier. J'ai rassemblé les preuves et je suis retourné à la ville, déterminé à partager la vérité. Le combat avait été déchirant, mais il n'avait pas été vain. Les habitants de Borgona méritaient de connaître les ténèbres qui les avaient cachés, et le sacrifice de Lucien ne serait pas oublié. De retour à ma vie, j'ai ressenti un profond changement en moi. Les ombres de mon passé avaient été confrontées et dissipées, et je pouvais enfin avancer sans le poids des questions sans réponse. La mémoire de mes parents adoptifs a été à jamais entachée, mais j'ai choisi d'honorer celui qui m'avait sauvé, reconnaissant l'interaction complexe de l'obscurité et de la rédemption qui avait façonné mon existence. Au fil des années, l'histoire de la secte est devenue un récit édifiant, un rappel du mal qui peut se cacher derrière les façades les plus innocentes. Et bien que je portais les cicatrices de cette confrontation, je savais que j'en étais sorti plus fort, que ma vie avait changé à jamais par la vérité que j'avais découverte. Après la mort de mes parents adoptifs, j'ai emménagé dans la ferme de la Forêt-Noire. Mon nom est Lisa Müller et j'ai 29 ans. C'était une décision difficile, mais mon frère de 12 ans, Karl, avait besoin de moi. Le décès de nos parents l'avait laissé seul, et je ressentais un sentiment écrasant de responsabilité pour le protéger, surtout compte tenu du traumatisme que nous avions tous les deux enduré. La ferme était une structure imposante, entourée de bois denses qui semblaient se refermer autour d'elle. L'air était lourd de l'odeur des pins et de l'humidité du sol de la forêt. La maison elle-même, bien que spacieuse et remplie des échos de notre passé, était froide et peu accueillante. Il était clair que les occupants précédents, nos parents, l'avaient laissée dans un état de délabrement. En m'installant, j'ai remarqué que le comportement de Karl était inhabituellement renfermé et erratique. Il avait toujours été un enfant tranquille, mais c'était différent. Il tressaillait aux mouvements brusques, ses yeux s'élançant nerveusement au moindre bruit. Ma première semaine là-bas a été remplie de tâches banales. Nettoyer, organiser, essayer de faire en sorte que l'endroit se sente plus comme chez moi. Mais au fil des jours, l'atmosphère est devenue de plus en plus oppressante. Les objets n'étaient pas à leur place, et des bruits étranges résonnaient dans les couloirs vides la nuit. Karl se réveillait souvent en hurlant, serrant ses draps comme s'il essayait de conjurer une horreur invisible. Un soir, alors que je fouillais dans le grenier, je suis tombé sur un compartiment caché derrière une planche détachée dans le mur. À l'intérieur, j'ai trouvé une collection de vieilles photographies et de lettres. Les lettres étaient des comptes rendus détaillés de divers incidents, et il est devenu clair qu'elles avaient été écrites par ma mère adoptive. Il parlait de punition et de contrôle, de méthodes cruelles et inhabituelles de discipline. Les photographies montraient Karl à différents âges, toujours terrifié, toujours avec des ecchymoses ou des marques qui me retournaient l'estomac. Plus je lisais, plus j'étais convaincu que Karl avait été soumis à de graves abus. Je n'arrivais pas à croire que les gens qui nous avaient accueillis et nous avaient offert un foyer aient pu faire des choses aussi terribles. J'avais mal au cœur pour mon frère, et je ressentais une culpabilité profonde et tenace de ne pas avoir reconnu les signes plus tôt. Déterminé à aider Karl, j'ai essayé de lui parler, de l'inciter à partager ce qu'il avait vécu. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, il se fermait ou devenait violemment sur la défensive. C'était comme s'il avait trop peur de parler de son traumatisme, ou peut-être qu'il ne le comprenait pas pleinement lui-même. La tension dans la maison grandit et le comportement de Karl devint de plus en plus erratique. Il s'en prenait à moi, sa colère se transformant souvent en explosion de violence.
Parfois, il devenait méconnaissable, n'étant plus que l'ombre du garçon que j'avais connu. Les nuits sont devenues particulièrement troublantes. J'entendais Karl pleurer ou crier, et parfois je le trouvais errant dans la maison, se parlant à lui-même d'une voix basse, presque inaudible. Il était clair que le traumatisme avait eu un impact important sur lui. J'ai essayé de l'aider en utilisant diverses méthodes pour le calmer. Des mots apaisants, des gestes réconfortants et la création d'un environnement sûr. Mais rien ne semblait faire de différence. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, l'atmosphère dans la ferme devenait suffocante. Le poids des secrets enfouis depuis si longtemps semblait peser sur nous. L'état de Karl s'est aggravé. Il devient plus renfermé, ses épisodes de violence plus fréquents et plus intenses. Je me sentais impuissante et piégée, incapable d'échapper à la sombre réalité qui avait enveloppé nos vies. Une nuit, après un autre épisode particulièrement violent, je me suis assis avec Karl dans sa chambre, essayant de le consoler. Il sanglotait de manière incontrôlable, serrant fermement son ours en peluche. À travers ses larmes, il murmurait des souvenirs fragmentés, des allusions aux abus qu'il avait subis, à la douleur et à la peur qu'il avait endurée. C'est alors que j'ai réalisé toute l'étendue de l'horreur qu'il avait vécue. La violence n'était pas seulement physique, c'était émotionnel et psychologique, laissant des cicatrices profondes qui mettraient des années à guérir, si jamais elles le pouvaient. Je me suis donné pour mission d'être là pour Karl, de l'aider à traverser ces moments les plus sombres. Malgré les défis et l'aggravation de la situation, j'ai refusé d'abandonner. J'ai essayé de créer un sentiment de normalité, de lui offrir un semblant de stabilité au milieu du chaos. Je l'ai encouragé à exprimer ses sentiments, à parler de ses peurs et de sa colère. Lentement, j'ai commencé à voir de petits changements. Il a commencé à s'ouvrir, à communiquer davantage sur son passé. Ce fut un processus lent, et il y a eu de nombreux revers, mais il y a aussi eu des moments de progrès. Au fil du temps, les accès de violence de Karl sont devenus moins fréquents et il a commencé à montrer des signes d'amélioration. Il était clair qu'il avait encore du mal avec son passé, mais il commençait à trouver des moyens de s'en sortir. La ferme, autrefois symbole de notre douleur, a commencé à être moins oppressante. Les ombres qui nous avaient hantés semblaient s'estomper, ne serait-ce que légèrement. À la fin, nous sommes tous les deux sortis de l'obscurité, profondément marqués mais plus forts. Les souvenirs de notre passé étaient toujours avec nous, mais nous avons trouvé un moyen de vivre avec eux, de construire une nouvelle vie malgré les horreurs que nous avions endurées. La ferme, autrefois un lieu de souffrance, est devenue un symbole de notre résilience et de notre capacité à surmonter les moments les plus sombres. Bien que nous n'oublierions jamais la douleur, nous avions trouvé un moyen d'aller de l'avant. Les cicatrices sont restées, mais elles témoignaient de notre force et de notre capacité à survivre. Les ombres de la forêt noire feraient toujours partie de nous, mais nous avions appris à vivre avec elles et à trouver de l'espoir au milieu de l'obscurité. Rentrer à la maison n'a jamais été un de mes désirs. En fait, l'idée même de retourner à l'endroit qui avait été le théâtre de mes pires souvenirs me faisait toujours frissonner. Mais après la mort d'Émilie, il n'y avait plus moyen d'y échapper. Émilie, ma sœur adoptive et la seule personne qui me comprenait vraiment, était partie, et je savais que je devais affronter les fantômes de mon passé pour honorer sa mémoire. La maison où nous avons grandi avait été abandonnée pendant des années, laissée à pourrir sous un manteau de poussière et d'obscurité qui semblait avaler toute trace de vie. Notre maison d'enfance dans le Maine n'était plus que l'ombre d'elle-même, remplie d'échos silencieux et d'ombres menaçantes. Quand je suis arrivé, la seule chose qui bougeait était le vent qui hurlait à travers les fenêtres brisées. La clé rouillée tourna dans la serrure avec un faible gémissement, et l'intérieur de la maison se révéla dans une obscurité inquiétante. L'odeur de la moisissure et du bois en décomposition remplissait mes narines, se mêlant à l'arôme fétide du chagrin et du désespoir. La maison ressemblait à un cimetière, figé dans le temps depuis notre départ il y a des années. Émilie et moi avions été adoptés par un couple qui semblait parfait en surface. Cependant, derrière des portes closes,
La réalité était une tragédie que je n'ai pleinement saisie qu'après qu'Émilie n'était plus là pour partager sa douleur. La façade d'une famille heureuse n'était que cela, une façade. Ma première tâche a été de trouver les journaux intimes et les affaires d'Émilie, que je savais cacher quelque part dans la maison. Le grenier, autrefois un trésor de jouets oubliés et de vieux vêtements, est maintenant enterré sous des couches de poussière et de toiles d'araignée. En fouillant dans l'encombrement, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais. Une boîte marquée du nom d'Émilie, presque obscurcie par des années de négligence. Les mains tremblantes, je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient ses journaux intimes, soigneusement empilés, leur couverture usée par l'âge. Je me suis assis sur le sol froid et grinçant et j'ai commencé à lire. Chaque page était une fenêtre sur la souffrance d'Émilie. Ces mots décrivaient les abus qu'elle avait subis de la part de nos parents adoptifs, la peur constante qui la saisissait et le sentiment d'être piégée dans une situation cauchemardesque sans issue. La dernière entrée a été la plus déchirante. Émilie a écrit à propos d'un plan qu'elle avait l'intention d'exécuter, mais qu'elle n'a jamais eu la chance de réaliser. La dernière page était tachée de ce que j'ai reconnu comme du sang. La découverte a été un coup dur. Émilie avait été assassinée, et les coupables étaient les mêmes personnes que j'avais autrefois appelées mes parents. Cette prise de conscience a transformé mon chagrin en une fureur furieuse. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils puissent continuer leur vie indemne. Le désir initial de justice, enraciné dans ma perte, s'est transformé en une rage dévorante. Ils ont dû payer pour ce qu'ils avaient fait. J'ai décidé de prendre les choses en main. Armé de la connaissance de leurs nouvelles adresses, j'ai méticuleusement planifié mon retour. Je savais que la dernière chose à laquelle ils s'attendaient, c'était que je me présente, et encore moins que je les confronte. Pendant des semaines, j'ai observé leur routine, leurs habitudes, et j'ai développé une stratégie aussi impitoyable que méthodique. Quand le jour est enfin venu, je me suis approché de leur maison avec un sentiment de détermination sombre. C'était un contraste frappant avec la maison que nous avions partagée, un symbole d'une vie épargnée par le regret ou le remords. Leur nouvelle résidence était un étalage opulent de richesses, un changement radical par rapport à la modeste maison où Émilie et moi avions vécu. J'étais venu préparé. Parmi les outils que je portais, il y avait divers instruments de torture, chacun choisi pour infliger des types spécifiques de douleur. Mon plan était de me venger d'une manière qui reflète les souffrances qu'Émilie avait endurées. J'avais l'intention de leur faire ressentir chaque once du tourment qu'ils lui avaient infligé avant de mettre fin à leur jour. En entrant dans la maison, j'ai été frappé par le silence assourdissant. Le luxe de leur maison semblait creux et sans âme. Je me cachais dans l'une des chambres, attendant patiemment leur retour. Au fur et à mesure que les minutes passaient, la tension dans l'air s'épaississait. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, leurs rires et leurs conversations informelles contrastaient avec la sinistre tâche qui les attendait. Ils étaient complètement inconscients du règlement de compte qui les attendait. J'ai saisi l'instant et j'ai émergé de ma cachette avec l'un des outils à portée de main. La confrontation a été brutale. Je les ai torturés lentement, m'assurant que chaque instant de douleur était le reflet de ce qu'Émilie avait souffert. Leurs tentatives d'implorer la miséricorde se heurtèrent à une froide indifférence. J'étais implacable, poussé par un besoin de vengeance qui semblait dominer toutes les autres émotions. Chaque cri d'agonie témoignait de la dette qu'ils avaient envers la mémoire d'Émilie. À la fin, ils étaient morts. Leur vie s'éteignait de la manière cruelle qu'ils méritaient. Mais alors que la finalité de leur mort s'installait, un autre type de tourment a commencé. Le poids de mes actions s'est abattu sur moi, et les souvenirs d'Émilie, autrefois source de force, sont devenus un bourreau implacable. Les cris que j'avais poussés résonnaient dans mon esprit, et les images d'Émilie, de son innocence, de sa souffrance, me hantaient d'une intensité suffocante. La prise de conscience que malgré ma vengeance, la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, a été dévastatrice. Émilie ne pouvait pas revenir, et bien que j'ai cherché la justice à ma manière, je porterai à jamais le fardeau de mes choix et les souvenirs de ses souffrances.
La maison où tout a commencé m'a semblé être un triste rappel que, peu importe à quel point nous essayons d'échapper au passé, il trouve toujours un moyen de nous hanter. La vengeance aurait pu apporter un semblant de justice, mais elle n'apporterait jamais la paix. En quittant la maison, sachant que je n'y retournerai jamais, j'ai compris que le vrai tourment résidait dans le fait de vivre avec le poids de mes actions et le souvenir éternel d'Emily. Les fantômes de mon passé seraient toujours avec moi, un rappel silencieux du prix de la vengeance et du prix à payer pour perdre quelqu'un qui avait tout signifié. Je me souviens de l'air vif de l'automne lorsque je suis descendu du train et que je me suis rendu sur le quai familier du petit village d'Hokkaido. Cela faisait 10 ans que j'avais quitté cet endroit et tant de choses avaient changé, du moins c'est ce que je pensais. L'air était toujours aussi vif, l'odeur du pain et de la terre était indubitable. Mais quelque chose semblait différent cette fois-ci, plus sombre, plus inquiétant. La nouvelle de la mort de mes parents adoptifs m'avait fait revenir, mais au fil des jours, j'ai réalisé que leur mort n'était que le début d'un mystère beaucoup plus profond. Je m'appelais Yuki Tanaka, une enseignante de 28 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, ce village avait été ma maison. J'ai été adopté par la famille Tanaka alors que je n'étais qu'un bébé. Mes souvenirs d'enfance ici étaient remplis de chaleur et de réconfort, mais ils ont soudainement été brisés par la nouvelle de la mort de mes parents dans des circonstances étranges. Ils avaient été retrouvés à leur domicile, victimes de ce que les responsables locaux ont décrit comme un accident tragique, mais les détails étaient trop vagues, trop commodes. Il y avait quelque chose de troublant dans leur mort qui ne me convenait pas. J'ai passé mes premiers jours à passer au crible les affaires de mes parents. La maison, maintenant étrangement silencieuse sans leur présence, était remplie de souvenirs d'une vie que j'avais autrefois chérie. En parcourant de vieilles photographies et de vieux documents, j'ai découvert des lettres et des notes cachées dans des tiroirs poussiéreux. Ils ont parlé de problèmes financiers, de visites troublantes d'étrangers et de références cryptiques à la dette et au contrat. Déterminé à découvrir ce qui s'était réellement passé, j'ai commencé à enquêter sur l'histoire du village et le rôle que mes parents y avaient joué. Les villageois, bien qu'initialement accueillants, sont devenus de plus en plus distants à mesure que mes questions devenaient plus approfondies. Ils semblaient serrer les rangs et l'air s'épaissit d'une tension inexprimée. La première percée est venue quand je suis tombé sur un vieux registre dans un coffre verrouillé dans le grenier. Il détaillait de nombreuses transactions, noms d'enfants, dates et sommes d'argent scandaleusement élevées. Il était clair que mes parents adoptifs avaient été impliqués dans quelque chose de néfaste, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple mauvaise gestion financière. Ils étaient profondément enracinés dans un stratagème de trafic d'enfants. J'ai creusé plus profondément à la recherche de toutes les informations que je pouvais trouver sur les relations d'affaires de la famille Tanaka. Les villageois étaient inhabituellement évasifs, leur attitude amicale masquant une hostilité sous-jacente. Il est devenu évident que mes parents n'étaient pas seulement impliqués dans le trafic d'êtres humains, mais qu'ils faisaient également partie d'un réseau qui s'étendait bien au-delà des frontières de notre petit village. Plus j'en découvrais, plus ma quête devenait dangereuse. J'ai commencé à recevoir des messages menaçants, des notes anonymes m'avertissant de partir ou d'en subir les conséquences. Le pub local, autrefois un endroit où je me sentais en sécurité, ressemblait maintenant à un repère de chuchotements et d'yeux cachés. Même les quelques amis qui me restaient semblaient m'éviter, leur regard de pitié et de peur plus révélateur que n'importe quel mot pourrait l'être. Malgré les menaces croissantes, j'ai persévéré. J'ai réussi à trouver un villageois âgé, M. Saito, qui était là pendant les premiers jours de l'implication de mes parents. Il était réticent à parler au début, mais le désespoir m'a poussé à persister. Monsieur Saito a finalement révélé que la famille Tanaka avait été forcée de participer à l'opération de trafic en raison d'une dette qu'elle ne pouvait pas rembourser. Ils étaient devenus complices d'un horrible stratagème qui s'attaquait à des enfants vulnérables. Tout cela pour garder leurs secrets cachés
et leur vie intacte. La dernière pièce du casse-tête est arrivée lorsque j'ai découvert une pièce cachée sous l'ancienne salle communautaire du village. À l'intérieur, j'ai trouvé des preuves de l'opération de trafic, des photos d'enfants, des listes d'acheteurs et des registres de paiement. C'était horrifiant de réaliser l'ampleur de la dépravation dont mes parents adoptifs avaient fait partie. Avec ces preuves, j'ai essayé de le rendre public, espérant que la révélation de la vérité mettrait fin à l'opération et empêcherait d'autres atrocités. Cependant, mes tentatives de révéler le plan se sont heurtées à une résistance farouche. Les villageois, maintenant pleinement conscients de mes intentions, sont devenus hostiles. Ils m'ont affronté, leurs visages autrefois amicaux, maintenant tordus par la colère et la peur. J'ai été attaqué, battu et menacé, mes efforts pour exposer la vérité étant éclipsés par la violente réaction violente. Dans une tentative désespérée de sauver ma vie, j'ai fui le village, m'accrochant aux preuves qui pourraient démanteler le réseau de trafiquants. Mon cœur battait la chamade alors que je naviguais dans la forêt dense, les ombres des arbres semblant se refermer sur moi. Le village, qui se sentait autrefois chez lui, était maintenant un lieu de danger et de tromperie. Je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps, pas avec les menaces qui pesaient sur moi et la violence qui m'avait été dirigée. La route était incertaine. Je devais transmettre les preuves aux bonnes personnes, celles qui pouvaient agir contre le réseau de traite et rendre justice aux enfants qui avaient souffert. J'ai quitté le village, emportant avec moi le poids de l'héritage de mes parents et l'espoir que la révélation de la vérité pourrait apporter un semblant de justice. Ma vie avait changé irrévocablement, et le village qui avait été mon sanctuaire était maintenant un rappel obsédant de l'obscurité qui se cachait sous sa surface. En fin de compte, j'ai réussi à dénoncer l'opération de trafic. Les preuves que j'ai recueillies ont joué un rôle crucial dans le démantèlement du réseau, mais le coût était élevé. J'ai été forcé de vivre caché, mon identité cachée à ceux qui pourraient encore chercher à me faire du mal. Le village a été laissé dans la tourmente, ses secrets mis à nu, mais les cicatrices de la trahison et de la perte étaient gravées au plus profond de moi. Mon voyage était loin d'être terminé. En avançant, j'emportais avec moi le souvenir de ceux qui avaient été perdus et l'espoir que, malgré les ténèbres que j'avais rencontrées, il y aurait peut-être encore une chance de rédemption et de guérison. J'avais toujours envisagé le déménagement dans l'ancien domaine Ivanov comme un nouveau départ pour ma fille Anya et moi. Après tout, ma femme était décédée et Anya avait besoin de stabilité. La maison appartenait à ma famille depuis des générations, un vaste domaine au cœur de la nature sauvage sibérienne. Cela semblait être l'endroit idéal pour échapper au chaos de la vie urbaine et reconstruire. J'étais ingénieur. Je ne me laissais pas facilement influencer par les superstitions ou les contes de vieilles femmes, mais les dernières semaines avaient mis en lumière quelque chose d'inexplicable. Dès notre arrivée au domaine, un froid sembla s'installer dans l'air, et un silence inquiet enveloppa l'immense structure grinçante. Anya, qui n'avait que 8 ans, s'accrochait à mes côtés, ses yeux écarquillés reflétant l'effroi que j'essayais de masquer. La maison était une relique d'une autre époque, avec du papier peint écaillé et des meubles poussiéreux recouverts de draps blancs. Nous avons dû nous débarrasser d'années de négligence, mais l'atmosphère étrange ne semblait que s'aggraver au fur et à mesure que nous travaillions. La première nuit a été troublante. La vieille maison semblait gémir et chuchoter avec le vent qui hurlait à travers les interstices des fenêtres. Anya était agitée, son sommeil perturbé par une série de rêves troublants qui la laissaient pâle et tremblante. J'ai essayé de la rassurer, mais le sentiment de malaise dans la maison s'est renforcé. Au fil des jours, j'ai commencé à explorer la vieille maison de plus en profondeur. Le domaine était immense, avec des pièces cachées et des coins oubliés. Un après-midi, en fouillant dans un grenier poussiéreux, j'ai découvert une collection de vieux livres et de vieux papiers. Ils étaient reliés en cuir, leurs pages jaunies par l'âge. Ma curiosité a été piquée. J'ai ouvert l'un des livres et j'ai été immédiatement frappé par les symboles étranges et le texte cryptique à l'intérieur.
Les pages décrivaient des rituels, des incantations sombres et des rites qui semblaient plus adaptés à un cauchemar qu'à la réalité. Ce soir-là, Anya est devenue visiblement bouleversée. Elle se plaignait du nombre qui la suivait et semblait de plus en plus renfermée. Il était clair qu'elle souffrait, même si elle ne pouvait pas exprimer ses peurs. Son comportement est devenu erratique. Elle criait dans son sommeil et parlait de silhouettes sombres qui se cachaient dans les coins de sa chambre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à relier les points. J'ai creusé plus profondément dans les livres que j'avais trouvés et je suis tombé sur une réalisation horrifiante. Les rituels décrits à l'intérieur étaient liés à la possession démoniaque. Plus je lisais, plus il devenait clair qu'Anya était la cible de quelque chose de malveillant. Les symboles, les rituels, ils étaient tous destinés à invoquer et à lier des entités sombres. Mon cœur battait la chamade en lisant un article sur un rituel spécifique destiné à chasser un démon. Cela nécessitait une préparation et une compréhension profonde des incantations, mais je n'avais pas d'autre choix que d'essayer. Ce soir-là, j'ai préparé le rituel du mieux que j'ai pu. Des bougies étaient disposées en cercle, des symboles étaient dessinés sur le sol, et les textes anciens étaient étalés devant moi. J'ai installé un autel de fortune dans la chambre d'Anya, l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité, et j'ai commencé à chanter les incantations du livre. L'air devenait lourd et une obscurité suffocante semblait s'échapper des murs. Anya, endormie dans son lit, avait l'air paisible, mais je savais mieux. La pièce se refroidit et une présence commença à se faire connaître. Les bougies vacillèrent puis s'éteignirent une par une, plongeant la pièce dans l'obscurité. Anya s'agita, les yeux ouverts. Elle m'a regardé, mais son regard était vide, comme si quelqu'un d'autre regardait à travers elle. La présence du démon était palpable, une force sinistre qui semblait déformer la réalité autour de lui. Le rituel était en cours de test. L'air crépitait de malveillance alors que le démon luttait contre l'exorcisme. Il s'est déchaîné, lançant des objets à travers la pièce, faisant trembler les murs. Le corps d'Anya se convulsa violemment, ses cris perçant la nuit. J'ai continué avec les incantations, ma voix tendue alors que je luttais pour garder le rituel intact. Le pouvoir du démon était formidable, et je pouvais le sentir s'acharner sur ma détermination. La bataille entre nous semblait s'étirer dans l'éternité. Je pouvais à peine garder mon équilibre, car la pièce était remplie d'une énergie chaotique. Ma gorge était à vif à cause des chants constants, et la sueur coulait sur mon visage. Mais je savais que je devais m'accrocher pour le bien d'Anya. La résistance du démon était féroce, mais je pouvais voir les symboles sur le sol commencer à briller d'une lumière éthérée, signe que le rituel prenait effet. Dans un dernier élan d'énergie, j'ai terminé le rituel. Une lumière aveuglante jaillit du cercle, et les hurlements enragés du démon remplirent la pièce. La force de l'exorcisme a semblé déchirer le tissu même de la réalité, provoquant un tremblement de la maison. Les cris d'Anya atteignirent un crescendo, puis, soudain, tout devint silencieux. Quand j'ai repris mes esprits, la pièce était en ruine. Les bougies ont été brisées et les symboles sur le sol ont été brûlés. Anya gisait inconsciente sur le lit, sa respiration régulière mais son visage pâle. La maison elle-même avait subi de graves dommages. Des parties du plafond s'étaient effondrées et les murs étaient fissurés. Le domaine autrefois grandiose n'était plus qu'une coquille vide. Dans les jours qui ont suivi, les dégâts étaient évidents. La maison n'était plus habitable, et les villageois murmuraient à voix basse le désastre qui s'était abattu sur le domaine Ivanov. Anya restait en état de choc, incapable de se souvenir des événements qui s'étaient passés. Son esprit autrefois vibrant a été remplacé par un regard hanté, et elle s'est repliée sur elle-même, parlant rarement de ce qui s'était passé. En regardant les ruines du domaine, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. La maison a été détruite et nos vies ont été changées à jamais. Mais j'étais reconnaissante qu'Anya soit en sécurité, même si elle ne se souvenait pas de l'horreur qu'elle avait vécue. Les livres et les rituels ont été enterrés sous les décombres, et le sombre héritage de la famille Ivanov a finalement été enterré. Le voyage était loin d'être terminé, mais la bataille était gagnée. Anya et moi devrions reconstruire nos vies sur les cendres du passé.
Et même si les cicatrices de ce que nous avions affronté resteraient, nous ferions face à l'avenir ensemble. Retourner dans la ville pittoresque et sereine de Borgona m'a semblé être un retour dans le temps. Les vignobles vallonnés, les rues pavées et les visages familiers des citadins m'accueillaient avec une chaleur trompeuse qui masquait les ombres sinistres qui se cachaient dans mon passé. À 34 ans, je m'étais taillé une vie loin d'ici, m'éloignant du silence énigmatique qui a toujours entouré mon adoption. Pourtant, la mort soudaine de mes parents adoptifs m'a rappelé, déterrant une envie irrésistible de découvrir les secrets qui avaient toujours hanté mon subconscient. Leur maison, une structure imposante nichée dans le paysage verdoyant, restait étrangement immobile lorsque je m'approchais. Le jardin, autrefois animé, est maintenant dans un état de négligence, un témoignage de la décadence qui s'était infiltrée dans l'histoire de ma famille. En entrant à l'intérieur, j'ai été frappé par l'odeur familière du bois vieilli et de la poussière. Chaque pièce étant une relique de mon enfance, portant maintenant le poids de questions sans réponse. Le grenier, un endroit où je m'étais rarement aventuré, m'attirait d'une attraction inexplicable. À mesure que je montais l'escalier étroit et grinçant, l'air se refroidissait et la poussière s'épaississait, tourbillonnant dans la faible lumière filtrant à travers une petite fenêtre crasseuse. Parmi les meubles oubliés et les vieilles malles, un coffre fermé à clé attira mon attention. Il était lourd et richement sculpté, son savoir-faire faisant allusion à quelque chose de bien plus important qu'un simple stockage. Briser la serrure a demandé un certain effort, mais ma persévérance a rapidement été récompensée par un trésor de vieux documents et de photographies. Chaque pièce que j'ai dépliée a peint un tableau effrayant, révélant des fragments d'une vie que je n'avais jamais connue. Les photographies ont été les premières à révéler l'obscurité, un groupe de personnages en robe, debout en cercle, leurs visages obscurcis par des capuches. Mes parents adoptifs, reconnaissables malgré leur visage plus jeune, étaient parmi eux. Les documents détaillaient des rituels, des sacrifices et une lignée de terreur qui s'étendait sur des décennies. Alors que l'horrible prise de conscience s'installait, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée, écrite de la main tremblante de ma mère adoptive. C'était une confession, trempée de culpabilité et de peur, révélant que j'avais été conçu comme une offrande sacrificielle à la secte. Les mots se sont estompés alors que mes mains tremblaient. J'avais été épargné par un membre qui avait pris des remords et qui avait choisi de me sauver au péril de sa vie. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'effroi et de paranoïa. Je savais que je devais faire face à ce passé, non seulement pour ma propre paix, mais aussi pour éviter que d'autres ne subissent le même sort. J'ai commencé à rassembler les restes de la secte, à traquer ceux qui pourraient encore être impliqués. La façade apparemment inoffensive de la ville a commencé à se fissurer, révélant la menace qui se cachait et qui n'avait jamais vraiment disparu. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, je me suis retrouvé dans la bibliothèque locale, en train de passer au crible de vieux disques. La bibliothécaire, une femme âgée aux yeux bienveillants, m'observait curieusement. « Julien, n'est-ce pas ? Tu es le fils de Philippe et Monique, a-t-elle dit, la voix mêlant nostalgie et pitié. J'ai hoché la tête, incapable de sourire. J'essaye de mieux comprendre ma famille, et j'admis. Elle hésita avant de parler. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé, ma chère. Mais je ne pouvais pas le quitter. Plus j'approfondissais, plus les pièces commençaient à s'emboîter. J'ai découvert que la secte était active depuis plus d'un siècle, ses membres étant profondément ancrés dans l'histoire de la ville. Ils avaient accompli des rituels qui impliquaient de sacrifier des enfants, croyant que cela leur accorderait la vie éternelle et la prospérité. Mes parents avaient été des membres éminents, mais quelque chose avait changé. Quelqu'un au sein de la secte avait décidé de m'épargner. La lettre faisait allusion à cette trahison. Il parlait d'un homme nommé Lucien, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. D'après les écrits de ma mère, c'est Lucien qui m'avait caché du rituel, s'assurant que je sois adopté. Mon cœur battait la chamade en lisant son nom, en réalisant que quelqu'un dans ce cercle avait choisi de me protéger plutôt que de me condamner. Poussé par cette nouvelle piste,
J'ai cherché tous ceux qui auraient pu connaître Lucien. Ma recherche m'a conduit à un vieil homme vivant à la périphérie de la ville, sa maison délabrée et envahie par la végétation. Lorsqu'il ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Tu es Julien, dit-il, d'une voix faible mais claire. Lucien m'a parlé de toi. Il s'appelait Georges et il avait été l'ami le plus proche de Lucien. » Autour d'une tasse de café amer, Georges a raconté l'histoire. Lucien avait rejoint la secte alors qu'il était un jeune homme, séduit par la promesse du pouvoir et de la richesse. Mais au fil des années, il a perdu ses illusions, horrifié par les sacrifices. Quand est venu le temps de me proposer, Lucien n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a vu quelque chose en moi qui l'a poussé à défier les ordres de la secte, risquant sa propre vie pour assurer ma sécurité. Georges me tendit un petit journal usé. C'était celui de Lucien, a-t-il dit. Il voulait que vous l'ayiez au bon moment. Le journal était rempli de notes, de croquis et de comptes rendus des rituels. Lucien avait méticuleusement tout documenté, espérant un jour exposer le culte et mettre fin à ses atrocités. J'ai ressenti un élan de gratitude et de chagrin pour cet homme qui m'avait sauvé la vie à un si grand prix. De retour chez mes parents, je savais ce que j'avais à faire. J'avais besoin de terminer ce que Lucien avait commencé. Les preuves étaient toutes là, dans les documents, les photographies et le journal de Lucien. J'ai commencé à tout compiler, me préparant à affronter les membres restants de la secte. Mais la peur me rongeait, et s'ils découvraient que j'étais sur eux... Une nuit, alors que je me penchais sur les documents dans le bureau faiblement éclairé, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai attrapé une lampe de poche et que je me suis prudemment dirigé vers la fenêtre. En regardant à travers les rideaux, j'ai vu une silhouette qui se déplaçait dans l'ombre. La panique s'est installée. La secte avait-elle découvert mes intentions? J'ai passé les jours suivants dans un état de vigilance accrue, regardant constamment par-dessus mon épaule. Le sommeil m'échappait tandis que les cauchemars des rituels de la secte tourmentaient mes nuits. Le sentiment d'effroi était suffocant, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Il fallait que la vérité éclate. La confrontation est arrivée plus tôt que prévu. Un soir, j'ai reçu une note anonyme glissée sous ma porte. On pouvait y lire « Nous savons ce que vous faites. Arrêtez ou faites face aux conséquences. » Mes mains tremblaient en lisant la menace. Ils étaient au courant de mon enquête et ils me surveillaient. Le désespoir et la colère ont alimenté ma détermination. J'ai décidé de les affronter de front, d'exposer leurs actes dans un endroit qu'ils ne pouvaient pas renier. La chapelle abandonnée où se déroulait autrefois leur rituel. C'était une structure délabrée, cachée au plus profond des bois, ses murs en ruine et ses fenêtres brisées, témoignant des horreurs dont elle avait été témoin. Armé des preuves et du journal de Lucien, je me suis rendu à la chapelle sous le couvert de l'obscurité. L'air était lourd d'anticipation lorsque m'approchais, le silence n'étant rompu que par le bruissement des feuilles et le ululement lointain d'un hibou. Poussant la lourde porte en bois, j'entrai à l'intérieur, ma lampe de poche fendant l'obscurité. L'intérieur était encore plus décrépit que je ne l'avais imaginé. Les bancs étaient en désordre, et l'autel, autrefois un lieu de sainteté supposée, portait maintenant les marques d'innombrables rituels. J'ai disposé les documents et les photographies, les ai placés sur l'autel comme une offrande de vérité. Le journal que je gardais près de moi, ses pages étaient une bouée de sauvetage vers le passé. Pendant que j'attendais, l'air se refroidit et un sentiment d'appréhension s'installa en moi. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'arrive. Des silhouettes émergeaient de l'ombre, leurs visages cachés sous des capuches sombres. La secte était venue me confronter, comme je l'avais prévu. « Tu aurais dû rester à l'écart, Julien !» cria une voix pleine de venin et de mépris. « Vous ne comprenez pas le pouvoir avec lequel vous vous mêlez. » J'ai tenu bon, tenant le journal. « Je comprends assez, » ai-je répondu, la voix ferme malgré la peur qui m'étreignait. « Je sais ce que vous avez fait et j'ai les preuves pour le prouver. » Un silence tendu s'ensuivit, rompu seulement par le bruit des pieds. Les membres de la secte m'entouraient, leur présence oppressante. Le chef, un homme plus âgé à la présence imposante, s'avança. « Vous pensez que vous pouvez nous arrêter ?
Nous avons été ici bien avant vous, et nous y resterons longtemps après. Mais j'avais une dernière carte à jouer. Lucien ne le pense pas, dis-je en observant leur réaction. La mention de son nom a fait des vagues dans le groupe. Il a tout documenté et il m'a sauvé de devenir l'un de vos sacrifices. Vous avez peut-être du pouvoir, mais vous n'êtes pas invincible. Les yeux du chef se plissèrent et il fit signe aux autres. « Emmenez-le » ordonna-t-il. Ils se sont jetés sur moi, mais j'étais prêt. Je me suis battu avec tout ce que j'avais en utilisant l'autel comme bouclier. La lutte était chaotique, un mélange de mouvement et d'adrénaline. Le sang coule, les cris résonnent et la chapelle devient un champ de bataille. À la fin, je suis sorti victorieux, bien que meurtri et meurtri. Le culte a été vaincu, leurs sombres actes exposés au monde entier. J'ai rassemblé les preuves et je suis retourné à la ville, déterminé à partager la vérité. Le combat avait été déchirant, mais il n'avait pas été vain. Les habitants de Borgona méritaient de connaître les ténèbres qui les avaient cachés, et le sacrifice de Lucien ne serait pas oublié. De retour à ma vie, j'ai ressenti un profond changement en moi. Les ombres de mon passé avaient été confrontées et dissipées, et je pouvais enfin avancer sans le poids des questions sans réponse. La mémoire de mes parents adoptifs a été à jamais entachée, mais j'ai choisi d'honorer celui qui m'avait sauvé, reconnaissant l'interaction complexe de l'obscurité et de la rédemption qui avait façonné mon existence. Au fil des années, l'histoire de la secte est devenue un récit édifiant, un rappel du mal qui peut se cacher derrière les façades les plus innocentes. Et bien que je portais les cicatrices de cette confrontation, je savais que j'en étais sorti plus fort, que ma vie avait changé à jamais par la vérité que j'avais découverte. Après la mort de mes parents adoptifs, j'ai emménagé dans la ferme de la Forêt-Noire. Mon nom est Lisa Müller et j'ai 29 ans. C'était une décision difficile, mais mon frère de 12 ans, Karl, avait besoin de moi. Le décès de nos parents l'avait laissé seul, et je ressentais un sentiment écrasant de responsabilité pour le protéger, surtout compte tenu du traumatisme que nous avions tous les deux enduré. La ferme était une structure imposante, entourée de bois denses qui semblaient se refermer autour d'elle. L'air était lourd de l'odeur des pins et de l'humidité du sol de la forêt. La maison elle-même, bien que spacieuse et remplie des échos de notre passé, était froide et peu accueillante. Il était clair que les occupants précédents, nos parents, l'avaient laissée dans un état de délabrement. En m'installant, j'ai remarqué que le comportement de Karl était inhabituellement renfermé et erratique. Il avait toujours été un enfant tranquille, mais c'était différent. Il tressaillait aux mouvements brusques, ses yeux s'élançant nerveusement au moindre bruit. Ma première semaine là-bas a été remplie de tâches banales. Nettoyer, organiser, essayer de faire en sorte que l'endroit se sente plus comme chez moi. Mais au fil des jours, l'atmosphère est devenue de plus en plus oppressante. Les objets n'étaient pas à leur place, et des bruits étranges résonnaient dans les couloirs vides la nuit. Karl se réveillait souvent en hurlant, serrant ses draps comme s'il essayait de conjurer une horreur invisible. Un soir, alors que je fouillais dans le grenier, je suis tombé sur un compartiment caché derrière une planche détachée dans le mur. À l'intérieur, j'ai trouvé une collection de vieilles photographies et de lettres. Les lettres étaient des comptes rendus détaillés de divers incidents, et il est devenu clair qu'elles avaient été écrites par ma mère adoptive. Il parlait de punition et de contrôle, de méthodes cruelles et inhabituelles de discipline. Les photographies montraient Karl à différents âges, toujours terrifié, toujours avec des ecchymoses ou des marques qui me retournaient l'estomac. Plus je lisais, plus j'étais convaincu que Karl avait été soumis à de graves abus. Je n'arrivais pas à croire que les gens qui nous avaient accueillis et nous avaient offert un foyer aient pu faire des choses aussi terribles. J'avais mal au cœur pour mon frère, et je ressentais une culpabilité profonde et tenace de ne pas avoir reconnu les signes plus tôt. Déterminé à aider Karl, j'ai essayé de lui parler, de l'inciter à partager ce qu'il avait vécu. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, il se fermait ou devenait violemment sur la défensive. C'était comme s'il avait trop peur de parler de son traumatisme, ou peut-être qu'il ne le comprenait pas pleinement lui-même.
La tension dans la maison grandit et le comportement de Karl devint de plus en plus erratique. Il s'en prenait à moi, sa colère se transformant souvent en explosion de violence. Parfois, il devenait méconnaissable, n'étant plus que l'ombre du garçon que j'avais connu. Les nuits sont devenues particulièrement troublantes. J'entendais Karl pleurer ou crier, et parfois je le trouvais errant dans la maison, se parlant à lui-même d'une voix basse, presque inaudible. Il était clair que le traumatisme avait eu un impact important sur lui. J'ai essayé de l'aider en utilisant diverses méthodes pour le calmer. Des mots apaisants, des gestes réconfortants et la création d'un environnement sûr. Mais rien ne semblait faire de différence. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, l'atmosphère dans la ferme devenait suffocante. Le poids des secrets enfouis depuis si longtemps semblait peser sur nous. L'état de Karl s'est aggravé. Il devient plus renfermé, ses épisodes de violence plus fréquents et plus intenses. Je me sentais impuissante et piégée, incapable d'échapper à la sombre réalité qui avait enveloppé nos vies. Une nuit, après un autre épisode particulièrement violent, je me suis assis avec Karl dans sa chambre, essayant de le consoler. Il sanglotait de manière incontrôlable, serrant fermement son ours en peluche. À travers ses larmes, il murmurait des souvenirs fragmentés, des allusions aux abus qu'il avait subis, à la douleur et à la peur qu'il avait endurée. C'est alors que j'ai réalisé toute l'étendue de l'horreur qu'il avait vécue. La violence n'était pas seulement physique, c'était émotionnel et psychologique, laissant des cicatrices profondes qui mettraient des années à guérir, si jamais elles le pouvaient. Je me suis donné pour mission d'être là pour Karl, de l'aider à traverser ces moments les plus sombres. Malgré les défis et l'aggravation de la situation, j'ai refusé d'abandonner. J'ai essayé de créer un sentiment de normalité, de lui offrir un semblant de stabilité au milieu du chaos. Je l'ai encouragé à exprimer ses sentiments, à parler de ses peurs et de sa colère. Lentement, j'ai commencé à voir de petits changements. Il a commencé à s'ouvrir, à communiquer davantage sur son passé. Ce fut un processus lent, et il y a eu de nombreux revers, mais il y a aussi eu des moments de progrès. Au fil du temps, les accès de violence de Karl sont devenus moins fréquents et il a commencé à montrer des signes d'amélioration. Il était clair qu'il avait encore du mal avec son passé, mais il commençait à trouver des moyens de s'en sortir. La ferme, autrefois symbole de notre douleur, a commencé à être moins oppressante. Les ombres qui nous avaient hantés semblaient s'estomper, ne serait-ce que légèrement. À la fin, nous sommes tous les deux sortis de l'obscurité, profondément marqués mais plus forts. Les souvenirs de notre passé étaient toujours avec nous, mais nous avons trouvé un moyen de vivre avec eux, de construire une nouvelle vie malgré les horreurs que nous avions endurées. La ferme, autrefois un lieu de souffrance, est devenue un symbole de notre résilience et de notre capacité à surmonter les moments les plus sombres. Bien que nous n'oublierions jamais la douleur, nous avions trouvé un moyen d'aller de l'avant. Les cicatrices sont restées, mais elles témoignaient de notre force et de notre capacité à survivre. Les ombres de la forêt noire feraient toujours partie de nous, mais nous avions appris à vivre avec elles et à trouver de l'espoir au milieu de l'obscurité. Rentrer à la maison n'a jamais été un de mes désirs. En fait, l'idée même de retourner à l'endroit qui avait été le théâtre de mes pires souvenirs me faisait toujours frissonner. Mais après la mort d'Émilie, il n'y avait plus moyen d'y échapper. Émilie, ma sœur adoptive et la seule personne qui me comprenait vraiment, était partie, et je savais que je devais affronter les fantômes de mon passé pour honorer sa mémoire. La maison où nous avons grandi avait été abandonnée pendant des années, laissée à pourrir sous un manteau de poussière et d'obscurité qui semblait avaler toute trace de vie. Notre maison d'enfance dans le Maine n'était plus que l'ombre d'elle-même, remplie d'échos silencieux et d'ombres menaçantes. Quand je suis arrivé, la seule chose qui bougeait était le vent qui hurlait à travers les fenêtres brisées. La clé rouillée tourna dans la serrure avec un faible gémissement, et l'intérieur de la maison se révéla dans une obscurité inquiétante. L'odeur de la moisissure et du bois en décomposition remplissait mes narines, se mêlant à l'arôme fétide du chagrin et du désespoir. La maison ressemblait à un cimetière,
figée dans le temps depuis notre départ il y a des années. Émilie et moi avions été adoptés par un couple qui semblait parfait en surface. Cependant, derrière des portes closes, la réalité était une tragédie que je n'ai pleinement saisie qu'après qu'Émilie n'était plus là pour partager sa douleur. La façade d'une famille heureuse n'était que cela, une façade. Ma première tâche a été de trouver les journaux intimes et les affaires d'Émilie, que je savais cacher quelque part dans la maison. Le grenier, autrefois un trésor de jouets oubliés et de vieux vêtements, est maintenant enterré sous des couches de poussière et de toiles d'araignée. En fouillant dans l'encombrement, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais. Une boîte marquée du nom d'Émilie, presque obscurcie par des années de négligence. Les mains tremblantes, je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient ses journaux intimes, soigneusement empilés, leur couverture usée par l'âge. Je me suis assis sur le sol froid et grinçant et j'ai commencé à lire. Chaque page était une fenêtre sur la souffrance d'Émilie. Ces mots décrivaient les abus qu'elle avait subis de la part de nos parents adoptifs, la peur constante qui la saisissait et le sentiment d'être piégée dans une situation cauchemardesque sans issue. La dernière entrée a été la plus déchirante. Émilie a écrit à propos d'un plan qu'elle avait l'intention d'exécuter, mais qu'elle n'a jamais eu la chance de réaliser. La dernière page était tachée de ce que j'ai reconnu comme du sang. La découverte a été un coup dur. Émilie avait été assassinée, et les coupables étaient les mêmes personnes que j'avais autrefois appelées mes parents. Cette prise de conscience a transformé mon chagrin en une fureur furieuse. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils puissent continuer leur vie indemne. Le désir initial de justice, enraciné dans ma perte, s'est transformé en une rage dévorante. Ils ont dû payer pour ce qu'ils avaient fait. J'ai décidé de prendre les choses en main. Armé de la connaissance de leurs nouvelles adresses, j'ai méticuleusement planifié mon retour. Je savais que la dernière chose à laquelle ils s'attendaient, c'était que je me présente, et encore moins que je les confronte. Pendant des semaines, j'ai observé leur routine, leur habitude, et j'ai développé une stratégie aussi impitoyable que méthodique. Quand le jour est enfin venu, je me suis approché de leur maison avec un sentiment de détermination sombre. C'était un contraste frappant avec la maison que nous avions partagée, un symbole d'une vie épargnée par le regret ou le remords. Leur nouvelle résidence était un étalage opulent de richesses, un changement radical par rapport à la modeste maison où Émilie et moi avions vécu. J'étais venu préparé. Parmi les outils que je portais, il y avait divers instruments de torture, chacun choisi pour infliger des types spécifiques de douleur. Mon plan était de me venger d'une manière qui reflète les souffrances qu'Émilie avait endurées. J'avais l'intention de leur faire ressentir chaque once du tourment qu'ils lui avaient infligé avant de mettre fin à leur jour. En entrant dans la maison, j'ai été frappé par le silence assourdissant. Le luxe de leur maison semblait creux et sans âme. Je me cachais dans l'une des chambres, attendant patiemment leur retour. Au fur et à mesure que les minutes passaient, la tension dans l'air s'épaississait. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, leurs rires et leurs conversations informelles contrastaient avec la sinistre tâche qui les attendait. Ils étaient complètement inconscients du règlement de compte qui les attendait. J'ai saisi l'instant et j'ai émergé de ma cachette avec l'un des outils à portée de main. La confrontation a été brutale. Je les ai torturés lentement, m'assurant que chaque instant de douleur était le reflet de ce qu'Émilie avait souffert. Leurs tentatives d'implorer la miséricorde se heurtèrent à une froide indifférence. J'étais implacable, poussé par un besoin de vengeance qui semblait dominer toutes les autres émotions. Chaque cri d'agonie témoignait de la dette qu'ils avaient envers la mémoire d'Émilie. À la fin, ils étaient morts. Leur vie s'éteignait de la manière cruelle qu'ils méritaient. Mais alors que la finalité de leur mort s'installait, un autre type de tourment a commencé. Le poids de mes actions s'est abattu sur moi, et les souvenirs d'Émilie, autrefois source de force, sont devenus un bourreau implacable. Les cris que j'avais poussés résonnaient dans mon esprit, et les images d'Émilie, de son innocence, de sa souffrance, me hantaient d'une intensité suffocante. La prise de conscience que malgré ma vengeance, la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, a été dévastatrice.
Émilie ne pouvait pas revenir, et bien que j'aie cherché la justice à ma manière, je porterai à jamais le fardeau de mes choix et les souvenirs de ses souffrances. La maison où tout a commencé m'a semblé être un triste rappel que, peu importe à quel point nous essayons d'échapper au passé, il trouve toujours un moyen de nous hanter. La vengeance aurait pu apporter un semblant de justice, mais elle n'apporterait jamais la paix. En quittant la maison, sachant que je n'y retournerai jamais, j'ai compris que le vrai tourment résidait dans le fait de vivre avec le poids de mes actions et le souvenir éternel d'Émilie. Les fantômes de mon passé seraient toujours avec moi, un rappel silencieux du prix de la vengeance et du prix à payer pour perdre quelqu'un qui avait tout signifié. Je me souviens de l'air vif de l'automne lorsque je suis descendu du train et que je me suis rendu sur le quai familier du petit village d'Hokkaido. Cela faisait 10 ans que j'avais quitté cet endroit et tant de choses avaient changé, du moins c'est ce que je pensais. L'air était toujours aussi vif, l'odeur du pain et de la terre était indubitable. Mais quelque chose semblait différent cette fois-ci, plus sombre, plus inquiétant. La nouvelle de la mort de mes parents adoptifs m'avait fait revenir, mais au fil des jours, j'ai réalisé que leur mort n'était que le début d'un mystère beaucoup plus profond. Je m'appelais Yuki Tanaka, une enseignante de 28 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, ce village avait été ma maison. J'ai été adopté par la famille Tanaka alors que je n'étais qu'un bébé. Mes souvenirs d'enfance ici étaient remplis de chaleur et de réconfort, mais ils ont soudainement été brisés par la nouvelle de la mort de mes parents dans des circonstances étranges. Ils avaient été retrouvés à leur domicile, victimes de ce que les responsables locaux ont décrit comme un accident tragique, mais les détails étaient trop vagues, trop commodes. Il y avait quelque chose de troublant dans leur mort qui ne me convenait pas. J'ai passé mes premiers jours à passer au crible les affaires de mes parents. La maison, maintenant étrangement silencieuse sans leur présence, était remplie de souvenirs d'une vie que j'avais autrefois chérie. En parcourant de vieilles photographies et de vieux documents, j'ai découvert des lettres et des notes cachées dans des tiroirs poussiéreux. Ils ont parlé de problèmes financiers, de visites troublantes d'étrangers et de références cryptiques à la dette et au contrat. Déterminé à découvrir ce qui s'était réellement passé, j'ai commencé à enquêter sur l'histoire du village et le rôle que mes parents y avaient joué. Les villageois, bien qu'initialement accueillants, sont devenus de plus en plus distants à mesure que mes questions devenaient plus approfondies. Ils semblaient serrer les rangs, et l'air s'épaissit d'une tension inexprimée. La première percée est venue quand je suis tombé sur un vieux registre dans un coffre verrouillé dans le grenier. Il détaillait de nombreuses transactions, noms d'enfants, dates et sommes d'argent scandaleusement élevées. Il était clair que mes parents adoptifs avaient été impliqués dans quelque chose de néfaste, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple mauvaise gestion financière. Ils étaient profondément enracinés dans un stratagème de trafic d'enfants. J'ai creusé plus profondément, à la recherche de toutes les informations que je pouvais trouver sur les relations d'affaires de la famille Tanaka. Les villageois étaient inhabituellement évasifs, leur attitude amicale masquant une hostilité sous-jacente. Il est devenu évident que mes parents n'étaient pas seulement impliqués dans le trafic d'êtres humains, mais qu'ils faisaient également partie d'un réseau qui s'étendait bien au-delà des frontières de notre petit village. Plus j'en découvrais, plus ma quête devenait dangereuse. J'ai commencé à recevoir des messages menaçants, des notes anonymes m'avertissant de partir ou d'en subir les conséquences. Le pub local, autrefois un endroit où je me sentais en sécurité, ressemblait maintenant à un repère de chuchotements et d'yeux cachés. Même les quelques amis qui me restaient semblaient m'éviter, leur regard de pitié et de peur plus révélateur que n'importe quel mot pourrait l'être. Malgré les menaces croissantes, j'ai persévéré. J'ai réussi à trouver un villageois âgé, M. Saito, qui était là pendant les premiers jours de l'implication de mes parents. Il était réticent à parler au début, mais le désespoir m'a poussé à persister. Monsieur Saito a finalement révélé que la famille Tanaka avait été forcée de participer à l'opération de trafic
en raison d'une dette qu'elle ne pouvait pas rembourser. Ils étaient devenus complices d'un horrible stratagème qui s'attaquait à des enfants vulnérables. Tout cela pour garder leurs secrets cachés et leur vie intacte. La dernière pièce du casse-tête est arrivée lorsque j'ai découvert une pièce cachée sous l'ancienne salle communautaire du village. À l'intérieur, j'ai trouvé des preuves de l'opération de trafic, des photos d'enfants, des listes d'acheteurs et des registres de paiement. C'était horrifiant de réaliser l'ampleur de la dépravation dont mes parents adoptifs avaient fait partie. Avec ces preuves, j'ai essayé de le rendre public, espérant que la révélation de la vérité mettrait fin à l'opération et empêcherait d'autres atrocités. Cependant, mes tentatives de révéler le plan se sont heurtées à une résistance farouche. Les villageois, maintenant pleinement conscients de mes intentions, sont devenus hostiles. Ils m'ont affronté, leurs visages autrefois amicaux, maintenant tordus par la colère et la peur. J'ai été attaqué, battu et menacé, mes efforts pour exposer la vérité étant éclipsés par la violente réaction violente. Dans une tentative désespérée de sauver ma vie, j'ai fui le village, m'accrochant aux preuves qui pourraient démanteler le réseau de trafiquants. Mon cœur battait la chamade alors que je naviguais dans la forêt dense, les ombres des arbres semblant se refermer sur moi. Le village, qui se sentait autrefois chez lui, était maintenant un lieu de danger et de tromperie. Je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps, pas avec les menaces qui pesaient sur moi et la violence qui m'avait été dirigée. La route était incertaine. Je devais transmettre les preuves aux bonnes personnes, celles qui pouvaient agir contre le réseau de traite et rendre justice aux enfants qui avaient souffert. J'ai quitté le village, emportant avec moi le poids de l'héritage de mes parents et l'espoir que la révélation de la vérité pourrait apporter un semblant de justice. Ma vie avait changé irrévocablement, et le village qui avait été mon sanctuaire était maintenant un rappel obsédant de l'obscurité qui se cachait sous sa surface. En fin de compte, j'ai réussi à dénoncer l'opération de trafic. Les preuves que j'ai recueillies ont joué un rôle crucial dans le démantèlement du réseau, mais le coût était élevé. J'ai été forcé de vivre caché, mon identité cachée à ceux qui pourraient encore chercher à me faire du mal. Le village a été laissé dans la tourmente, ses secrets mis à nu, mais les cicatrices de la trahison et de la perte étaient gravées au plus profond de moi. Mon voyage était loin d'être terminé. En avançant, j'emportais avec moi le souvenir de ceux qui avaient été perdus et l'espoir que, malgré les ténèbres que j'avais rencontrées, il y aurait peut-être encore une chance de rédemption et de guérison. J'avais toujours envisagé le déménagement dans l'ancien domaine Ivanov comme un nouveau départ pour ma fille Anya et moi. Après tout, ma femme était décédée et Anya avait besoin de stabilité. La maison appartenait à ma famille depuis des générations, un vaste domaine au cœur de la nature sauvage sibérienne. Cela semblait être l'endroit idéal pour échapper au chaos de la vie urbaine et reconstruire. J'étais ingénieur. Je ne me laissais pas facilement influencer par les superstitions ou les contes de vieilles femmes, mais les dernières semaines avaient mis en lumière quelque chose d'inexplicable. Dès notre arrivée au domaine, un froid sembla s'installer dans l'air, et un silence inquiet enveloppa l'immense structure grinçante. Anya, qui n'avait que 8 ans, s'accrochait à mes côtés, ses yeux écarquillés reflétant l'effroi que j'essayais de masquer. La maison était une relique d'une autre époque, avec du papier peint écaillé et des meubles poussiéreux recouverts de draps blancs. Nous avons dû nous débarrasser d'années de négligence, mais l'atmosphère étrange ne semblait que s'aggraver au fur et à mesure que nous travaillions. La première nuit a été troublante. La vieille maison semblait gémir et chuchoter avec le vent qui hurlait à travers les interstices des fenêtres. Anya était agitée, son sommeil perturbé par une série de rêves troublants qui la laissaient pâle et tremblante. J'ai essayé de la rassurer, mais le sentiment de malaise dans la maison s'est renforcé. Au fil des jours, j'ai commencé à explorer la vieille maison de plus en profondeur. Le domaine était immense, avec des pièces cachées et des coins oubliés. Un après-midi, en fouillant dans un grenier poussiéreux, j'ai découvert une collection de vieux livres et de vieux papiers.
Ils étaient reliés en cuir, leurs pages jaunies par l'âge. Ma curiosité a été piquée. J'ai ouvert l'un des livres et j'ai été immédiatement frappé par les symboles étranges et le texte cryptique à l'intérieur. Les pages décrivaient des rituels, des incantations sombres et des rites qui semblaient plus adaptés à un cauchemar qu'à la réalité. Ce soir-là, Anya est devenue visiblement bouleversée. Elle se plaignait du nombre qui la suivait et semblait de plus en plus renfermée. Il était clair qu'elle souffrait, même si elle ne pouvait pas exprimer ses peurs. Son comportement est devenu erratique. Elle criait dans son sommeil et parlait de silhouettes sombres qui se cachaient dans les coins de sa chambre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à relier les points. J'ai creusé plus profondément dans les livres que j'avais trouvés et je suis tombé sur une réalisation horrifiante. Les rituels décrits à l'intérieur étaient liés à la possession démoniaque. Plus je lisais, plus il devenait clair qu'Anya était la cible de quelque chose de malveillant. Les symboles, les rituels, ils étaient tous destinés à invoquer et à lier des entités sombres. Mon cœur battait la chamade en lisant un article sur un rituel spécifique destiné à chasser un démon. Cela nécessitait une préparation et une compréhension profonde des incantations, mais je n'avais pas d'autre choix que d'essayer. Ce soir-là, j'ai préparé le rituel du mieux que j'ai pu. Des bougies étaient disposées en cercle, des symboles étaient dessinés sur le sol, et les textes anciens étaient étalés devant moi. J'ai installé un autel de fortune dans la chambre d'Anya, l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité, et j'ai commencé à chanter les incantations du livre. L'air devenait lourd et une obscurité suffocante semblait s'échapper des murs. Anya, endormie dans son lit, avait l'air paisible, mais je savais mieux. La pièce se refroidit et une présence commença à se faire connaître. Les bougies vacillèrent puis s'éteignirent une par une, plongeant la pièce dans l'obscurité. Anya s'agita, les yeux ouverts. Elle m'a regardé, mais son regard était vide, comme si quelqu'un d'autre regardait à travers elle. La présence du démon était palpable, une force sinistre qui semblait déformer la réalité autour de lui. Le rituel était en cours de test. L'air crépitait de malveillance alors que le démon luttait contre l'exorcisme. Il s'est déchaîné, lançant des objets à travers la pièce, faisant trembler les murs. Le corps d'Anya se convulsa violemment, ses cris perçant la nuit. J'ai continué avec les incantations, ma voix tendue alors que je luttais pour garder le rituel intact. Le pouvoir du démon était formidable, et je pouvais le sentir s'acharner sur ma détermination. La bataille entre nous semblait s'étirer dans l'éternité. Je pouvais à peine garder mon équilibre, car la pièce était remplie d'une énergie chaotique. Ma gorge était à vif à cause des chants constants, et la sueur coulait sur mon visage. Mais je savais que je devais m'accrocher pour le bien d'Anya. La résistance du démon était féroce, mais je pouvais voir les symboles sur le sol commencer à briller d'une lumière éthérée, signe que le rituel prenait effet. Dans un dernier élan d'énergie, j'ai terminé le rituel. Une lumière aveuglante jaillit du cercle, et les hurlements enragés du démon remplirent la pièce. La force de l'exorcisme a semblé déchirer le tissu même de la réalité, provoquant un tremblement de la maison. Les cris d'Anya atteignirent un crescendo, puis, soudain, tout devint silencieux. Quand j'ai repris mes esprits, la pièce était en ruine. Les bougies ont été brisées et les symboles sur le sol ont été brûlés. Anya gisait inconsciente sur le lit, sa respiration régulière mais son visage pâle. La maison elle-même avait subi de graves dommages. Des parties du plafond s'étaient effondrées et les murs étaient fissurés. Le domaine autrefois grandiose n'était plus qu'une coquille vide. Dans les jours qui ont suivi, les dégâts étaient évidents. La maison n'était plus habitable et les villageois murmuraient à voix basse le désastre qui s'était abattu sur le domaine Ivanov. Anya restait en état de choc, incapable de se souvenir des événements qui s'étaient passés. Son esprit autrefois vibrant a été remplacé par un regard hanté, et elle s'est repliée sur elle-même, parlant rarement de ce qui s'était passé. En regardant les ruines du domaine, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. La maison a été détruite, et nos vies ont été changées à jamais. Mais j'étais reconnaissante qu'Anya soit en sécurité, même si elle ne se souvenait pas de l'horreur qu'elle avait vécue. Les livres et les rituels ont été enterrés sous les décombres,
et le sombre héritage de la famille Ivanov a finalement été enterré. Le voyage était loin d'être terminé, mais la bataille était gagnée. Anya et moi devrions reconstruire nos vies sur les cendres du passé. Et même si les cicatrices de ce que nous avions affronté resteraient, nous ferions face à l'avenir ensemble.